Mesdames et messieurs, je vous remercie toutes et toutes d'être là, parce que quand Éric est arrivé à Nancy tout à l'heure, il m'a dit « Je te préviens, s'il n'y a pas de monde et que tu me fais manquer le match de football, je t'en voudrais longtemps. » Donc vraiment, merci beaucoup. Cher Éric, c'est toujours un... Quelque chose me dit, ce que je distingue dans la pénombre, mais il y a quand même un peu plus de femmes. Ah oui, ça ne t'étonne pas quand même. Non, étant donné le match de foot. Ah oui. Cher Éric, c'est toujours un bonheur de vous accueillir à Nancy. La dernière fois que nous étions ensemble ici, c'était en septembre 2009. Vous étiez président de la 31e édition de notre livre sur la place, un formidable président. Et comme président... Moi, j'adore les présidences de livres. Oui, vous avez raison. Comme président... J'ai toujours eu des titres incroyables de présidence. En ce moment, par exemple, je suis président d'un titre incroyable, puisque je suis président du Centre de la mer. C'est genre Jules Verne, ça. Et pendant un moment, j'étais président de l'École nationale supérieure du paysage. Donc je suis directement, moi, dans l'actualité financière. C'est-à-dire j'ai que du pouvoir. Monsieur le Président, cher académicien. Oui, mon petit. Comme président du livre sur la place en 2009, vous, l'académicien, merveilleux défenseur de la langue française, aviez initié, parrainé un concours en lien avec l'Académie française en direction des CM1, CM2 de Lorraine, avec le partenariat de la Fondation pour la lecture du Crédit Mutuel, avec le rectorat et bien d'autres partenaires. Et ce concours en est à sa 3e édition. Il a pris, depuis votre parrainage, présidence, une grande ampleur. Et je voulais vous remercier avant de commencer cette rencontre, parce que cet après-midi, vous avez présidé à la remise des prix aux 11 classes lauréates qui ont été désignées par l'Académie française, et la classe gagnante sera reçue sous la coupole par les académiciens fin juin. C'est un magnifique événement pour les enfants, et je voulais vous remercier d'être venu le présider, d'avoir passé cette journée entière à Nancy. Non, mais ce n'est pas un remerciement, parce que le remerciement est pour moi, parce que j'adore aller dans les classes. Moi, je suis prof. Hein, mais là, c'est remerciement au président. Oui, d'accord, mais moi, j'étais très, très content de participer à ça, parce que, imaginez, il y avait, dans la grande salle, il y avait 11 classes. Et alors, on donnait les résultats, évidemment, par ordre de progression vers les vainqueurs. Alors, à chaque fois qu'on donnait le résultat, évidemment, c'est tous les autres qui hurlaient parce qu'ils n'étaient pas 11e, 10e, 9e, 8e, comme quand on rendait les compositions quand on était petit. Et alors, quand on a dit 2e une classe, alors on a vu ceux qui étaient 2e blême et les autres hurler, et 3 filles se sont mises à pleurer. Les garçons auraient dû pleurer aussi, mais c'était un moment d'une émotion incroyable parce qu'on avait une sorte de gourmandise de la langue et le travail aussi avec les professeurs, parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers dits de création ou d'ateliers d'écriture, et déjà écrire soit tout seul c'est compliqué, mais écrire à 20 ou 25 c'est incroyable, et c'était des vraies nouvelles. Et je pense vraiment qu'enseigner, il faut évidemment apprendre la grammaire, etc., mais il faut surtout pratiquer, donc il faut écrire. Et parce qu'on a oublié pas mal les rédactions, vous savez, on considère que c'est ridicule de dire « racontez vos vacances ». Eh bien, je trouve que c'est formidable de raconter les vacances. Et là, il y avait des histoires incroyables et des jeunes joyeux d'avoir raconté des histoires. Et ils disaient « oh !» Et alors, ils avaient des yeux pétillants. Enfin, c'est formidable ce que vous faites. Voilà, c'est formidable. Donc, c'est pour ça que j'étais content. Et donc voilà, je suis obligé de revenir. Retour de compliments, c'est formidable ce que vous faites aussi. Alors, en 2009 toujours, et c'est la dernière fois que je reviens sur cette année 2009, vous veniez de publier le 2e tome de votre petit précis de mondialisation. Après le coton, c'était l'avenir de l'eau. Nous en avions longuement parlé ici. Et puis, vous aviez souhaité, dans la 2e partie de cette rencontre, qu'Isabelle Autissier nous rejoigne. Alors Isabelle Autissier, immense navigatrice et
J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour elle. C'est une grande, grande dame qui, en plus, se préoccupe de la planète. Et c'est bien sûr votre complice, puisque tous les deux, vous aviez partagé l'aventure, oui, elle est dans la salle, l'aventure de l'Antarctique, ce qui avait donné un passionnant livre à 4 mains, Salut au Grand Sud. Alors, on pourrait presque dire que l'histoire recommence aujourd'hui. Elle vient, hein, elle va venir. Ah, elle va venir tout à l'heure, mais il faut la mériter. Hein. Elle va venir, elle va venir. Oh là là, elle va on venir, pourrait presque dire que l'histoire recommence aujourd'hui, mais presque seulement. Vous venez de publier chez Stock le 3e tome de votre petit précis de mondialisation, et vous allez nous entraîner sur la route du papier. Alors, vous le verrez, nous ne connaissons presque rien de l'histoire du papier. Et grâce au tour du monde qu'Éric Orsena, formidable professeur de curiosité, a fait de la Chine à l'Inde, en passant par le Canada et Nancy, eh bien, nous allons aller de découverte en découverte. Et puis, vous l'avez compris, Éric n'est pas seul. Isabelle est à nouveau là. Et ce qui fait peut-être la différence avec la dernière fois, c'est que nous allons l'accueillir tout à l'heure, mais peut-être plus en romancière qu'en navigatrice. Car elle vient de publier chez Grasset un magnifique roman qui mérite d'être dans toutes vos valises cet été, L'amant de Patagonie, et nous en parlerons tout à l'heure. Mais bien sûr, place au papier d'abord. Le livre, Éric, est évidemment le compagnon. Je confirme, hein, le roman d'Isabelle est formidable. On en parlera, mais avant qu'elle arrive, puisqu'elle n'entend pas, c'est vrai qu'il y a une sorte de croisement comme ça et de rassemblement. Quand on s'est connus, j'étais plutôt romancier et uniquement romancier, et elle naviguait. Et puis petit à petit, elle a commencé à écrire. Et moi, j'ai commencé à me préoccuper un peu plus de la planète et à connaître certains des mécanismes de la planète que elle connaissait très bien, parce que en même temps qu'elle était navigatrice de très très grand niveau, elle avait fait des études scientifiques, puisqu'elle est agro. Elle est ingénieure agronome, spécialiste des bébés langoustines, ce qui peut aider énormément pour son implantation future à Nancy. Absolument. Et donc, elle est présidente de la section. Vraiment. Et donc, elle est présidente de la section française de WWF. Donc, elle connaît énormément les mécanismes de la nature. Donc, ce que j'aime bien dans l'écriture, c'est qu'on vit la vie des autres. Et ce que j'aime bien dans l'amitié, c'est que aussi on partage et que on se nourrit les uns les autres. Et voilà. Et je m'agrandis d'Isabelle. Donc, merci Isabelle. Alors Éric, le livre est votre compagnon de toujours. Vous dites joliment que c'est sur son dos que chaque matin vous faites avancer vos histoires. Vous dites que même enfant, vous n'arriviez pas à quitter le livre, même quand c'était pour partir en vacances à l'île de Bréhat. Alors en fait, moi je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant que vous avez eu envie d'écrire sur lui ? Parce que, au fond, dans la jeunesse, on est tout dans l'énergie, on veut montrer qui on est pris par une sorte de gourmandise, voire de frénésie, sans jamais vraiment dire merci à ceux à qui vous devez beaucoup. Et puis, je me suis rendu compte que quand même, le papier était mon compagnon depuis toujours, depuis l'âge de 7-8 ans quand j'ai commencé à lire, depuis l'âge de 10 ans quand j'ai commencé à écrire. Et au fond, je me suis demandé, mais est-ce que tu sais qui c'est ton compagnon sur lequel tous les matins tu écris? Qu'est-ce que ça veut dire le papier? Et donc, je me suis dit, je vais au fond me promener au pays du papier, essayer de savoir qui c'est le papier. Et je me suis demandé aussi, qu'est-ce qu'un écrivain? Un écrivain, c'est assez simple, c'est quelqu'un qui répond par un livre aux questions qui se posent. Donc quand je me dis, qui c'est le papier? Je fais un livre sur le papier. Donc ce qui facilite un peu les choses, c'est que j'ai un merveilleux éditeur et que quand le livre sur le coton est sorti... Votre promenade, c'est un tour du monde quand même. Promenade, c'est quand même une large promenade, il faut du temps et donc il faut de l'argent. Et quand le livre sur le coton est sorti, mon éditeur m'a fait venir, il m'a dit, écoute, on regarde les tirages, et donc à partir de maintenant, ouvrez les guillemets, tu vas où tu veux, je paye.
Donc ça facilite énormément la vie. Il est très bien, votre éditeur. Et je donne un conseil affectueux à Isabelle, qui est chez Grasset, de à côté de son suggérer la même question. De toute façon, on est dans le même groupe Hachette, donc il devrait y avoir la prime de la nation la plus favorisée. N'est-ce pas, Manuel Carcassonne? Et donc, comme ça m'intéresserait, puisque comme je pars de toute façon souvent avec Isabelle, donc je suis directement intéressé. Ça veut dire que c'est des voyages à chaque fois, parce que je n'ai pas de méthode. Moi, je pourrais évidemment faire le livre. Pas de méthode, mais vos tours du monde durent 2 ans quand même. Oui, pas de méthode, c'est-à-dire j'ai pas envie de faire des livres, des essais, j'ai pas envie de consulter des dossiers. Je pourrais les faire, je sais le faire, mais ce qui m'intéresse, c'est de me promener. Et donc de faire avancer la connaissance éventuelle par à la fois un lieu, une personne et une sorte de problématique particulière. Par exemple, le vieux papier japonais, on peut évidemment lire les 20 livres, souvent formidables, qui existent sur le vieux papier japonais, mais aller à 3 heures de Tokyo, dans le petit village d'Echizen, qui est à l'extrême ouest, c'est-à-dire face à la Corée, se retrouver dans un village, dans la forêt, à mi-flanc de la montagne, et rencontrer quelqu'un de complètement merveilleux et voir un papier magnifique qu'il fabrique, et donc s'incliner à la japonaise et dire son respect grâce à l'habileté de votre traductrice, et lui disant « Attention, je ne suis que trésor vivant départemental. C'est simplement à partir de demain que vous passerez 3 jours avec le trésor vivant national. Et ça, dans aucune sorte de dossier vous pouvez le trouver. » C'est ce genre de sel de la vie que je trouve, bien sûr. Ça, c'est des choses qu'on peut pas inventer. On ne peut pas inventer les drames dans l'Indonésie où vous avez par tranche de 20 000 hectares une société qui est une vraie saloperie, qui défriche comme ça et qui rase des forêts de 800 ans sans replanter. Et donc là, pourquoi? Parce que grâce à la section locale du WWF, on est emmené dans des endroits particulièrement chauds, interdits, et qui nous permettent de se promener à couvert sous les forêts et puis de découvrir enfin sur des vastes zones complètement dévastées. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Quand j'étais petit, je rêvais d'être reporter. La planète de jeu, la planète est votre terrain de jeu. Hein. Et ce qui est intéressant avec le livre, et on parlait tout à l'heure de culture papier et culture du livre, c'est que au fond, c'est des reportages qui n'ont plus tellement droit de citer dans les journaux, parce que les journaux n'ont plus les moyens de financer ça. Donc, ils peuvent vous aider un peu, vous accueillir dans leur page, mais si vous faites des enquêtes à long terme, au fond, vous avez besoin de ce bon vieux médium qui est le livre et de ce métier qui est absolument essentiel, qui est le métier d'éditeur. Il se trouve que sur l'eau, j'avais été finaliste d'un concours mondial des livres de reportage, et on s'était retrouvés à 10 à Berlin. Et ces reportages, 9 sur 10, avaient été financés par des éditeurs et 1 seul sur 10 par un journal. 30 ans avant, ça aurait été l'inverse. Donc, comment est-ce qu'on finance la curiosité? Et pas la curiosité à court terme, la curiosité à long terme, qui prend du temps, qui implique des rencontres, qui implique des redites, qui implique des corrections, qui implique des relectures. Moi, je suis fils des éditeurs. Donc quand on dit maintenant chacun va être sur le net et publier, genre une sorte de spontanéité à la post-maoïste et vive les blogs, etc., j'ai dit d'accord, il y en aura des bons, mais il y en aura des nuls. Et qui prend la responsabilité de choisir et d'indiquer? C'est l'éditeur. Qui accompagne l'auteur? C'est l'éditeur. Mon éditeur, il me dit c'est pas bon, tu peux aller plus loin. Je me souviens toujours de mon éditeur Jean-Marc Roberts, au moment où je lui ai remis mon manuscrit de l'exposition coloniale, 7 ans de travail à l'époque. Et il m'appelle, je me souviens, c'était à l'époque où il y avait encore des cabines téléphoniques, il m'appelle et il me dit, ben voilà, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Et ben, je lui ai dit, tu commences par la mauvaise. Il me dit, c'est comme la bonne, point, tu peux faire mieux. Après 7 ans de travail. C'est ça un éditeur, c'est ça, et c'est irremplaçable. Donc voilà, donc tout ça, évidemment, on est en solitaire, on travaille seul comme ça, parce que c'est moi qui prépare mes voyages tout seul, parce que j'adore ça. On en parlait
On en parlait à déjeuner. J'ai un projet de faire des choses sur la géopolitique de la mer. Et je me dis comment, en ce moment-là, c'est la question que je me pose, comment je vais trouver un Chinois qui va pouvoir me dire la position de son pays dans la sorte de mainmise de l'Empire de Chine sur toute la mer de Chine. Donc il faut que je le trouve. Et j'adore ces contacts-là. Vous voyez, c'est mon Facebook à moi, mais en direct. Ça y est, je reprends la parole. Donc, vous voyez, oui. Parce que je vais avoir du mal, je sens. Reprenez-la vite. Vite. Parce qu'après, c'est trop tard. Absolument, je l'ai bien compris, Éric. Alors avec vous, le papier est un véritable personnage de roman. Il est né en Chine, 2 ou 3 siècles avant Jésus-Christ. C'est donc par la Chine que vous avez commencé votre tour du monde. Ce dont je me suis rendu compte, pardon, je vais être obligé de parler, mais je le ferai. C'est que, au fond, je pensais que le papier était un support de toutes les histoires. En fait, c'est un des plus beaux personnages en tant que tel de toute l'histoire des hommes. C'est Ulysse ? Mais oui, exactement, parce que c'est Ulysse, parce qu'il nous accompagne depuis 2200 ans. Il n'est pas du tout dépassé, parce qu'il y a des très très hautes technologies du papier. Et comme vous le dites, on en a découvert les plus vieux exemplaires, les plus vieux morceaux 2 siècles avant Jésus-Christ en Chine, dans le nord de la Chine, parce que c'est là où le climat est le plus sec. Donc le papier est un faux fragile. En fait, il résiste à tout si on le met dans des endroits secs. Et j'ai vu des papiers de 3 siècles après Jésus-Christ, ils avaient l'air sortis d'une calligraphie. Dans la bibliothèque Muret ? Absolument, on a vu des papiers comme ça. Donc il est dans cet endroit-là, de moins de siècles avant Jésus-Christ jusqu'à 750 après. Pendant toute cette période de 900 ans, il est uniquement asiatique. Il est donc chinois, un peu indien, un peu coréen, et puis il va se développer énormément au Japon. Et il s'arrête là. Et puis en 750, les Arabes, alliés aux Tibétains, ce qui veut dire que les affrontements entre les Chinois et les Tibétains ne datent pas d'aujourd'hui, en 751, les Arabes remportent une victoire non loin de Samarcande et ils battent les Chinois. Et en envahissant Samarcande, ils y trouvent des formidables artisans qui fabriquent une matière merveilleuse, souple, douce, et qui est parfaite pour accueillir des textes administratifs et surtout des inscriptions sacrées. Donc ils disent, il n'y a rien de mieux pour y transcrire le Coran. Parce que le papier est fait comment à ses débuts ? C'est pour ça que le papier est extraordinairement moderne, quoique une matière extrêmement ancienne. C'est que le papier est recyclage. C'est-à-dire qu'on prend toutes sortes de fibres, comme des écorces, comme des textiles, comme des vieux filets de pêche, comme toutes sortes de choses. On broie dans l'eau, on en fait une pâte, on étale la pâte, on retire l'eau et ça donne du papier. Le plus simple, c'est ça. Donc le papier est recyclage. C'est pour ça qu'après, je me suis rendu compte de cette évidence. C'est que c'est normal que le papier soit le complice absolu de l'écrivain. Parce que qu'est-ce que l'écrivain ? C'est du recyclage. On recycle tous les éléments de sa vie, bien sûr. On invente en partie, mais on se souvient dans l'autre partie. Donc au fond, il y a une sorte d'écho entre le support, le papier, dont la matière même est recyclage, et ce qui est sur le support, c'est-à-dire l'histoire, qui est aussi recyclage. Donc c'est recyclage à recyclage. Donc l'écrivain est lui-même un vieux papier. Ah, c'est belle réflexion. Vous vous rendez compte ? Absolument. Alors, vous parlez de cette chanson. C'est intelligent, hein ? Ah, c'est remarquable. Non mais Éric, aucun doute là-dessus. Vous parlez de 751 et du moment où le papier commence sa conquête de l'Ouest, en fait. C'est la vengeance de Poitiers pour les Arabes. Oui, parce que les Arabes, au fond, vont jusque-là, mais au fond, ils ne s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent à ce moment-là. C'est-à-dire, ils ne vont pas aller plus loin, ils ne vont pas envahir la Chine. Mais la Chine non plus. Donc ça s'arrête pour toujours, jusqu'à maintenant. Après, les Arabes, liés aux Turcs, etc. Enfin, c'est toute une très très longue histoire. Donc ça, c'est la première étape.
La deuxième étape est presque aussi... Il arrive vers la Méditerranée parce qu'il y a l'Égypte, il y a le papyrus, oui, bien sûr. La matière égyptienne qui est le papyrus. Et le papyrus n'est pas du tout une pâte. Le papyrus, c'est une sorte de tissage parce qu'on découpe des fibres dans un sens et des fibres dans un autre sens d'une sorte de roseau. On les appuie l'un sur l'autre et on a le papyrus. L'autre grande surface sur laquelle on écrit, c'est les peaux d'animaux, c'est les parchemins. Et alors, on prend toutes sortes d'animaux, les plus jeunes, les plus tendres, les plus doux, et puis on les traite, etc. Et c'est sur lesquels on écrit. Donc, le papier, avec la formidable expansion arabe, va jusqu'en 1250, donc 750-1250, pendant 500 ans, va avoir deux zones. Une zone donc asiatique qui continue à inventer, parce que la merveille du papier, c'est qu'on invente sans arrêt. C'est un lieu d'invention absolument permanente. Mais il y a donc cette grande zone où il va y avoir des papeteries très sophistiquées, de Samarcande, c'est-à-dire toute la zone d'influence arabe, de Samarcande jusqu'à Séville, jusqu'à Fès. Et Fès, dans les années 800 ou 1000, il y avait 60 à 80 moulins à papier. Pourquoi moulins? Parce qu'on broie les fibres. Exactement de la même manière qu'on broie les céréales pour en faire de la farine. C'est pour ça que très très vite, les moulins vont avoir deux fonctions. Une première fonction pour faire de la farine et une deuxième façon pour fabriquer ce qu'on appelle la farine de l'esprit. Ça, c'est très joli. C'est en Italie qu'on vous retrouve avec la farine de l'esprit. La chrétienté qui voit arriver d'un peu partout, qui est encerclé par le papier, et notamment par les ports, par Venise, par Gênes. Ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette matière qui est quand même beaucoup plus pratique que les parchemins, beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus simple à faire que le papyrus que nous n'avons pas? Et alors l'Église dit non, pas question, puisque c'est la matière sur laquelle on écrit le Coran, c'est impossible qu'on l'utilise dans la chrétienté. Papier impie. Impie. Et donc, les Italiens, comme toujours, malins, un peu roublards, et qui ont depuis ce temps-là, et ça n'a pas cessé aujourd'hui, parce que je vous rappelle que le taux d'industrialisation en Italie, en dépit du désordre, est le double de chez nous, eh bien, ils décident, en 1260, dans un petit village qui a cet avantage formidable d'avoir un cours d'eau et donc de l'énergie, décident d'utiliser aussi ces moulins pour faire du papier. Donc en 20 ans, 30 ans, il y aura 30, 40, 50 moulins à papier, et tout ça, ça sera une traînée de poudre, et on aura les premiers moulins dans l'Europe continentale au début du XIVe siècle, en Ardèche, un peu partout, en Auvergne, en Normandie, et bientôt dans les Vosges, partout où vous avez du bois. Ça sera une matière première qui viendra après, mais partout vous avez du textile et l'énergie, c'est-à-dire de l'eau. C'est pour ça qu'après, il y en aura beaucoup dans les Vosges. Donc tout ça est formidable parce que c'est quand même 2200 ans d'histoire, et sans arrêt. Parce que quand vous... alors, il y a des choses amusantes, parce que quand vous faites des livres comme ça, vous vous faites engueuler. Par exemple, je ne pouvais pas raconter les histoires de tous les moulins français. Donc j'avais choisi de raconter l'histoire en Ardèche d'Annonay, parce que le moulin à Annonay était le moulin qui était de la famille des montgolfiers. Et que les montgolfières, les premières montgolfières étaient constituées de papier et de coton. Donc c'était passionnant. Mais alors, que n'avais-je pas fait en oubliant le moulin d'Ambert en Autriche, que dis-je ça, en Auvergne. Et alors, je reçois, vous allez voir pourquoi j'ai fait ce lapsus, parce qu'il m'a un peu gonflé. Je reçois un premier message, un deuxième message, un troisième message de plus en plus tendu de Michel Charasse, sénateur d'Auvergne, qui dit « Comment en as-tu à oublier ?» etc. etc. Genre assez raciste en disant « Quand je pense que tu as choisi l'Ardèche au lieu de prendre l'Auvergne. » Et donc, c'est ce genre de choses. Ce qui est très C'est presque une bataille de chiffonniers. C'est exact. Alors, magnifique. J'ai essayé de la placer. Bravo. Ah oui. Bravo. Bataille de chiffonniers. Je n'avais jamais pensé qu'il y avait un lien avec le papier, en fait. Eh bien oui, mais c'est ça la langue. La langue est extrêmement, extrêmement vivante. Pourquoi? Parce que la matière première, pendant très longtemps, c'est les chiffons.
Donc on a une matière première extrêmement rare. Les chiffons, il n'y en a pas partout. Il faut des chutes de vêtements. Les gens ne sont pas si riches que ça. Donc quand ils ont des vêtements, ils les gardent. Et donc on va se battre pour le chiffon, d'où la bataille de chiffonnier. Mais on va aller très très loin dans la bataille, puisqu'on va même interdire dans certains endroits d'Angleterre d'enterrer les morts dans du textile parce qu'on préfère en faire du papier. Et donc on ira dans les cimetières pour ouvrir les tombes, pour arracher les linceuls. Et enfin, c'est extrêmement violent. Et comme les chiffonniers ont des grands crochets pour prendre leurs ballots, ils s'arrachent la tête, les yeux, les trucs. Enfin, non, les chiffonniers, c'est du sérieux. Donc ça sera d'une violence inouïe. Avec des tas d'édits royaux, des tas de choses comme ça. Enfin, ça aussi, on peut continuer toute l'histoire avec les chiffonniers. Et quand le bois remplace-t-il le chiffon ? Alors, il y a un premier temps. Et quel bois ? Oui, alors il y a un premier temps d'industrialisation qui vient de la mécanisation, parce qu'au début, c'est des ouvriers, principalement des ouvrières, qui sont là et qui préparent les tissus en les découpant. Ensuite, on fait travailler avec des masses qui tournent, etc., etc. Donc, c'est un travail extraordinairement pénible et qui emploie beaucoup de gens. Et puis, on s'aperçoit petit à petit qu'on peut mécaniser ça et qu'on peut faire une sorte de plan continu, comme ça, de drap continu, de mousse continue, enfin de pâte continue de papier. Et donc, il y a aux alentours de 1810, puis 1820, 1830, des grandes batailles de brevets entre la France et l'Angleterre pour faire des machines. Donc, on commence à faire des machines qui ont des capacités de production bien plus grandes qu'auparavant. Mais pour avoir des capacités de production, il faut nourrir ces machines. Et on n'a pas du tout assez de textiles. Donc on cherche des autres matières qui possèdent en elles des fibres. Donc on trouve le bois. Alors c'est les bois, toutes sortes de bois, avec des fibres plus ou moins longues. Donc soit on déchiquette le bois de façon mécanique avec des grandes meules, soit on agit chimiquement, c'est-à-dire qu'on retire du bois le ciment qui retient les fibres, qui s'appelle la lignine. Donc, je n'entre pas dans les détails, mais c'est amusant quand vous faites un livre comme ça, parce qu'évidemment, vous prenez des cours un peu de base de chimie. Donc, vous voyez, vous êtes avec des ingénieurs qui vous racontent des trucs et tout ça, c'est assez marrant. Et donc voilà, donc on commence par le bois. Donc, ça veut dire que les zones de production de papier vont être évidemment près de l'eau, parce qu'il faut à la fois de l'eau pour faire la pâte, il faut de l'eau pour laver, il faut de l'eau pour, etc., pour nettoyer, etc. Donc, extraordinairement polluant. Et puis, il faut que ça soit près des forêts. Donc, ce qui est intéressant aussi en termes de localisation des industries, c'est que tout ça se promène en fonction des lieux où se trouvent les matières premières. Donc, vous aurez un grand développement des papeteries dans les Vosges, en France, un peu évidemment en Auvergne, et puis vous l'aurez dans tous les pays scandinaves, et vous l'aurez énormément dans le Canada. Et le Canada, donc j'ai bien sûr été au Canada. Et au Canada, vous voyez des choses. Vous avez été partout, en fait. Il y a encore des pays dans lesquels vous n'êtes pas allé ? Non, partout. Oui, parce que oui, il y a des tas d'endroits où j'ai pas été, où j'aurais dû être. Vous avez parcouru combien de pays déjà ? Par exemple, 80, mais 80. Ça fait rien comment on les voit. Puis il y en a des tas de pays où j'ai été beaucoup. Mais par exemple, j'ai pas été en Corée. Et il faut aller en Corée du Sud. Je crois que c'est un pays tout à fait passionnant. Il y a des tas d'endroits. J'ai pas été suffisamment au Vietnam, etc. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Enfin, je comprends tout, mais quand même, il y a des choses que je comprends moins que d'autres. On a un trésor. Et j'ai eu la chance d'en parler avec Marguerite Yourcenar. On a la chance d'avoir une planète qui est hallucinante quand même. Et donc, on n'y va pas. Et donc, on a toujours un peu les moyens d'y aller, avec toutes sortes. Maintenant, c'est plus facile pour moi d'y aller, mais avant, j'y allais alors que j'avais vraiment pas d'argent. Donc, aller voir ailleurs comment ça marche. En emportant un livre ou une liseuse ? Écoutez, maintenant, j'emporte les deux, et ça ne me dérange pas, les deux. Moi, je ne vois pas pourquoi on se priverait de la modernité, comme j'aime bien les SMS, j'aime bien tout ça, pourquoi pas ? Pourquoi les deux, quoi ? Les deux, pourquoi ? Vous savez, c'est la première fois où j'ai eu envie d'avoir un livre électronique, et c'est pour ça que j'ai rejoint la société qu'avec Jacques Attali, c'était quand je m'embarquais la première fois dans l'archipel du Cap Horn, et donc je me disais, tiens, si j'avais
une liseuse, je pourrais avoir tous les livres au lieu des 2 auxquels j'avais droit, étant donné que le poids et l'encombrement, etc. Donc, pourquoi pas? Donc c'est vrai qu'en bateau, si on peut avoir la possibilité de lire, c'est bien aussi, parce qu'en bateau, je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler, mais c'est un endroit magnifique pour écrire. Ah si, on va en parler, bien sûr. Pour écrire, pour lire et pour faire la vaisselle. Parce que ma spécialité à bord, et on va voir si le capitaine, je suis très bon en vaisselle. Je suis très bon en vaisselle. Moi, en bateau, préfère les régates, les choses, les petits machins. Mais quand on est un peu pointu et tout ça, j'aime assez ça. Mais quand on est en bateau un peu comme ça, à long terme, alors j'adore être là. Et donc, j'arrête pas d'écrire et de faire la vaisselle. C'est pareil au fond. C'est remarquable. Cet homme est remarquable. Au fond. C'est une gomme, la vaisselle. Ah ouais. On gomme. Je vais peut-être essayer de gommer les plats, au lieu d'avoir des trucs en fer. En parlant de gomme, vous écrivez toujours avec un crayon. Crayon, gomme, taille-crayon. Votre voyage est passé aussi, bien sûr, par Paris. Vous êtes allé à la Bibliothèque nationale. Vous êtes allé voir des manuscrits qui étaient tout à fait dans les réserves, dont celui de Victor Hugo. Et j'ai appris en vous lisant que Victor Hugo choisissait une couleur de papier par œuvre. Il avait écrit Les Misérables sur un papier azuré, etc. Est-ce que la qualité du papier, lorsque vous écrivez, est importante? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais je ne suis pas Victor Hugo d'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça. Vous ne le savez pas encore, ça. Il faut que... Non, mais je comprends parce que quand on prend Les Misérables, il a commencé à écrire sur une qualité de papier, une couleur de papier qui était bleu, un bleu azuré comme ça. Puis il a abandonné Les Misérables pendant des années, puis il a repris Les Misérables et il a repris le papier. Et au fond, comme on en a souvent parlé avec Isa, c'est que au fond, naviguer et écrire, c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire c'est l'humilité, c'est l'obstination, c'est l'incertitude. Et au fond, avoir un papier, c'est comme avoir un bateau. Puisque quand on navigue, on demandera à Isabelle ce qu'elle pense de ça aussi. Quand on navigue, le bateau, c'est le support. Et donc, il avait le même support. Et on n'utilise pas du tout le même genre de bateau en fonction du voyage qu'on veut faire. Si on part en Antarctique, c'est des bateaux qui sont extrêmement solides, donc lourds, parce qu'on est en autonomie totale, parce qu'il n'y a pas un point P à chaque bout, quand il manque des écrous. Alors dans le bateau d'Isabelle, en général, on perd les écrous et on passe 3 jours à essayer de les trouver dans la cale. En essayant de réparer le moteur. Enfin, moi, je regardais les gens qui réparaient le moteur en faisant la vaisselle. Et donc c'était marrant. Mais quand on prend d'autres bateaux, quand on prend des bateaux de course, tout ça, c'est des bateaux qui n'ont rien à voir. Quand on prend les alizés, on prend les mêmes bateaux que quand on remonte au vent. Donc c'est pareil, les papiers. C'est vraiment pareil. Le papier est notre support. Et comme le bateau. Franchement, plus ça va, plus je pense que cette comparaison entre naviguer et écrire, c'est pareil. Et puis, on en parlait cet après-midi, mais c'est la même fragilité du sillage, au fond. Qu'est-ce qu'on laisse ? Petite trace qui va disparaître. Donc, et puis entouré d'oiseaux qui picorent les restes. Donc, ça va. C'est bien. Alors, avant de parler du bateau, je voudrais que l'on reste encore un petit peu sur le papier. J'aurais dû d'ailleurs vous apporter une feuille de papier. Je vous aurais demandé de me plier un bateau en papier. Heureusement que vous avez oublié. Oui, ça sera pour la prochaine fois. Lorsque vous avez sorti l'exposition coloniale, cela représentait 280 tonnes de papier. Enfin, pas quand j'ai sorti, quand j'ai eu le Goncourt. Voilà, quand vous avez eu le Goncourt, oui, exactement. Grande différence. Aujourd'hui, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez à peu près publié 4 millions de livres. Donc, ça fait à peu près 3000 tonnes de papier. Alors, qu'est-ce que vous répondez lorsque l'on vous dit que le papier détruit la forêt et que l'industrie papetière abîme l'environnement ? Je présume qu'à ce tribunal-là, vous avez de bonnes réponses. Oui, et en écoutant les membres de Culture Papier tout à l'heure, j'ai des bonnes réponses parce que tout dépend de la manière dont on gère les forêts. Évidemment, si vous dévastez les forêts, surtout des forêts très très vieilles, qui sont des réserves irremplaçables de biodiversité, et que vous ne faites pas attention, que vous ne gardez pas des continuités pour les animaux, et puis que vous ne replantez pas, etc., c'est un crime. C'est un crime.
Et quand vous voyez que ces trésors sont utilisés pour faire du PQ par une entreprise qui s'appelle APP, Asian Pulp and Paper, vraiment, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais quand vous avez des forêts qui sont bien gérées, où vous replantez à chaque fois, il n'y a aucun problème. Vous savez, j'ai appris de plus en plus, grâce à les petits travaux que j'ai pu faire sur l'océanographie, qu'au fond, la vérité de la nature, c'est les cycles. Ce n'est pas la ligne, c'est les cycles. C'est le recyclage, c'est l'économie circulaire. Et donc, quand vous recyclez à chaque fois, ben, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer un peu indéfiniment. J'ai vu des forêts bien gérées, des forêts qui sont bien gérées en France, des forêts bien gérées en Finlande, en Suède, qui sont bien gérées avec des éclaircies tous les 10 ans, avec une bonne gestion. Et il y a une vision très particulière de la nature qui n'est absolument pas la mienne, qui est de dire, au fond, pour préserver la nature, il ne faut pas qu'il y ait d'êtres humains. Et notamment dans le domaine de la forêt. Et il y a des tas de gens qui disent « Ah, pour préserver la forêt, il faut que personne soit là ». Eh bien, l'expérience montre que quand il n'y a personne, eh bien, donc, quand les sous-bois ne sont pas regardez, nettoyés, eh bien, il y a des incendies, il y a des destructions, il y a de toutes sortes d'éboulements, etc. Et moi, la nature, c'est l'interaction entre l'homme et la nature, l'interaction responsable, la gestion à long terme, intelligente, avec tous ces écosystèmes, dans une perspective tout à fait circulaire. C'est pour ça que j'aime beaucoup être une sorte de compagnon de route de WWF, c'est qu'il voit que les êtres humains existent et que la nature continue. Et moi, c'est l'interaction qui m'intéresse. Vous savez, il y a une histoire qui m'intéresse beaucoup, c'est que, toute bête, c'est qu'il y a deux planètes qui se rencontrent, il y en a une qui dit à l'autre, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, ça va pas, on perce partout, ça devient de plus en plus chaud, etc. Et la deuxième lui dit, t'en fais pas, je sais ce que c'est, j'ai connu, c'est l'espèce humaine, ça passera. Donc, moi, quand on dit sauver la planète, ça n'a aucun sens. C'est sauver nous, mais nous dans l'interaction avec la planète. Donc, l'interaction du papier et de ça, on a le droit quand même à utiliser ces ressources, à condition de recycler, de relancer, de voir un peu tout ça. Donc, moi, je dois dire que si j'y allais, c'était aussi avec un sentiment de culpabilité. Et la première... Je me souviens, c'était chez Isabelle Giordano. Et alors, elle me dit, alors, vous allez écrire sur le papier, donc vous allez dénoncer ces salopards de papier qui est là. Bon, j'ai dit que, non, il y en a des salopards, c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens terrifiants. Et puis, il y a des gens qui sont tout à fait responsables et qui, au contraire, donnent la possibilité de valoriser le papier. Parce que si vous ne valorisez pas le papier, les gens, ils quittent la forêt puisqu'ils n'ont pas intérêt à être sur le papier. Donc c'est en valorisant de façon responsable la forêt qu'on peut garder les gens dans la forêt, garder les gens sur place, au lieu de les entasser dans les villes. Pas exactement pareil avec l'agriculture. Alors il y a un arbre que vous n'aimiez pas beaucoup et qui est quand même un des arbres clés du papier, c'est l'eucalyptus. Et c'est à Nancy que vous avez appris à aimer l'eucalyptus grâce à l'Institut national de recherche agronomique, l'INRA, qui est mondialement connu, et grâce à un chercheur qui est dans votre livre, que nous avons retrouvé, vous l'avez appelé tout à l'heure le roi de l'eucalyptus, et qui vous a appris que c'était une plante gentille. Alors, on le fait monter sur scène ? Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait appeler Monsieur Ranger ? Monsieur Jacques Ranger. Le voilà. Allez. Alors, parce qu'il faut vous dire que quand j'ai commencé mon livre, j'avais évidemment une sorte de feuille de route. Et une première feuille de route, c'était de dire, même parmi des gens assez, monsieur le professeur, et c'était de dire, j'espère que tu vas te faire l'eucalyptus. Parce que l'eucalyptus était considéré comme vraiment l'arbre épouvantable. Alors, j'ai appelé, il se trouve, c'est une amie à moi, la patronne de l'INRA, Marion Guilloux, et je lui ai dit, où se trouvent les meilleurs spécialistes au monde de l'eucalyptus ? Alors, elle m'a dit, à Nancy. Ça tombe bien, je cherchais une raison pour aller à Nancy. Parce que moi, et je pense que peu de Nancéens le savent. Je suis le roi du prétexte. Vous avez compris ? Vous avez compris, je suis le roi du prétexte, donc j'avais encore une raison pour aller à Nancy, et c'est là où j'ai pris ma leçon auprès d'un grand eucalyptologue,
et à qui je passe la parole. Alors, Monsieur Ranger, il faut qu'il nous pardonne parce qu'on l'a piégé. Il est venu écouter la rencontre tranquillement et on lui a dit à ce moment-là, vous êtes là, vous allez monter sur scène. Et je crois qu'on l'a mis dans un état épouvantable. Non, ça va aller très bien, mais mesdames, messieurs, bonsoir. Vous comprenez pourquoi peut-être j'ai un petit point là, à l'estomac. Mais Monsieur Orsena nous a déjà rencontrés et nous a mis tout à fait à l'aise avec mes collègues parce que je suis le représentant d'une grande maison ici. Et effectivement, c'est assez marrant de voir qu'à Nancy, on travaille sur l'eucalyptus. Mais l'eucalyptus, c'est une plante assez remarquable qui a été beaucoup décriée, que j'ai été amené à étudier parce que pour étudier la forêt tempérée qui est peut-être un peu plus compliquée, on va s'intéresser à des écosystèmes plus simples qui sont dans le milieu tropical. Alors l'eucalyptus, c'est une... voilà, il y a plein... L'histoire n'est jamais noire et blanche, mais c'est quand même une machine absolument remarquable. Et Monsieur Orsena a déjà tout dit. Hein, il nous a parlé de la durabilité. Il y a des mots, traduction de l'anglais, qui ne sont pas aussi simples que ça, mais la pérennité des choses. Et la pérennité, y compris de l'espèce humaine d'ailleurs, hein, parce qu'on a bien dit, je suis complètement d'accord avec lui. C'est pour ça que j'ai quand même accepté de monter sur scène, parce que moi, c'est pas du tout mon cadre de vie. Mais les mots-clés qui sont durabilité, humilité, recyclage. La forêt, vous savez, c'est un milieu absolument extraordinaire. Vous allez la voir certainement pendant le week-end. Et moi, ce qui m'intéresse dans la forêt, c'est l'ensemble du système, mais c'est aussi le sol. Alors celui-là, vous ne le voyez jamais, sauf peut-être quand vous grattez un peu votre jardin, mais on ne le voit jamais, on ne le connaît pas. Et pourtant, c'est lui le support de toute la vie. Hein. Donc ce support de vie, il faut essayer de le maintenir en forme. Et Dieu sait si actuellement, on le tracasse beaucoup. Alors, allez-y. Excusez-moi, depuis quand et pourquoi travaillez-vous à Nancy sur l'eucalyptus ? Alors, l'histoire a commencé il y a une vingtaine d'années, de manière toujours fortuite. C'est toujours... Moi, ce qui me fait marcher, c'est souvent l'intérêt réciproque qu'on peut avoir avec des gens sur un sujet particulier, et puis le caractère convivial de nos rencontres. En recherche, on peut avoir des cadres fixes, mais de toute façon, on est comme les autres. Hein. Quand on trouve des gens sympathiques, on a envie de travailler avec eux. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai travaillé déjà en encadrant un jeune chercheur au Congo, donc sur des plantations d'eucalyptus qui étaient faites sur des savanes. Et puis, cette personne-là est partie au Brésil. Et voilà, j'ai continué l'aventure au Brésil. Le Brésil qui développe l'eucalyptus. Le Brésil est un pays extrêmement boisé, qui a déboisé beaucoup, qu'on a beaucoup critiqué. On a dit des choses un peu malsaines sur le Brésil. Si vous voulez, quand un État se développe, et c'est ce qui s'est passé pour notre pays devrait avoir 60 ou 70% de surface de couverture forestière. Il en a 28%. Il faut qu'on s'interroge pourquoi. Et donc, si on veut se développer, l'expérience prouve que les gens, plus ils se développent, plus ils consomment de bois. Donc, le bois, il va falloir le trouver. L'horizon 2050, c'est 9 milliards d'habitants sur la Terre. Il faut trouver du bois. Où est-ce qu'on le trouve ? On peut le trouver dans les forêts primaires ou on peut le trouver dans des plantations. Et le gros avantage des plantations, le message qu'il faut que chacun comprenne, c'est qu'elles vont économiser justement ces forêts primaires qui sont d'autres ressources qu'une simple ressource de bois pour le papier ou pour l'énergie. Et quelles sont les qualités de l'eucalyptus ? On dit qu'il est très consommateur d'eau. C'est vrai. Il est très consommateur d'eau, mais pour une bonne raison, c'est qu'il pousse beaucoup. Donc au point de vue de son efficience, il n'est pas moins efficient qu'une autre essence. C'est une machine à produire du bois. Il y a des eucalyptus. Il y a 6000 espèces. C'est une espèce australienne qui a été introduite un peu partout dans le monde et qu'on va peut-être introduire en France d'ailleurs. Parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Il y en a un petit peu depuis une vingtaine d'années dans
dans la zone de la région de Toulouse, mais il y a quelques projets. Bon, alors est-ce qu'il faut introduire l'eucalyptus partout? Non, certainement pas. Mais est-ce qu'on peut se priver de l'eucalyptus pour nourrir la planète, que ce soit au sens alimentaire ou au sens énergie? La réponse est également non, de toute façon. On ne nous demandera pas nécessairement notre avis. Donc au Brésil, on le clone au Brésil. En lisant Éric, les arbres sont issus d'une hybridation puis d'un clonage. Voilà, c'est des individus. C'est un individu extrêmement performant qui peut produire. Alors, je peux vous donner des chiffres, mais ça vous dira rien. Mais notre bon vieux chêne en France, quand il a produit 7-8 mètres cubes par hectare et par an sur une longueur de cycle de 200 ans, c'est quand même déjà bien. L'eucalyptus, lui, peut produire 40 mètres cubes par hectare et par an sur une rotation de 6 ans. Donc c'est une autre machine. Pardon ? Même plus, oui. On peut, les progrès génétiques et l'amélioration du milieu feront que cet arbre-là peut pousser. Donc si on concentre des plantations, si on les fait bien, si on ne couvre pas 100% de la surface par de l'eucalyptus, on peut satisfaire à la fois la demande et la conservation d'un patrimoine. Oui, parce que quand on parle du papier, souvent on pense au livre, et c'est vrai qu'on est devant une révolution du livre, mais on fait l'industrie du papier. Le chiffre d'affaires de l'industrie du papier est supérieur à celui de l'aéronautique, et le papier est en forme, et le papier, que ce soit aujourd'hui ou demain, continuera à progresser. Il y a des besoins dans le monde immense. Moi, j'adore aller contre ce qui est à peu près évident. Donc, on m'a dit le papier. Franchement, quand j'ai décidé de publier un livre sur le papier, tout le monde, notamment chez mon éditeur, m'a dit « Bon, tu fais le papier, c'est normal. » Mais bon, écoute, enfin, il a financé le voyage quand même. Hein. Oui, mais enfin, parce que les autres livres avaient marché. Donc voilà, mais ça, enfin, c'était pas complètement l'enthousiasme. Et donc, c'est très frappant de dire le papier, au fond, c'est extraordinairement intéressant. C'est extrêmement important. C'est pas du tout dépassé. C'est encore un lieu de très très haute technologie. Ça permet de réfléchir à des tas de questions clés, comme la question du recyclage, comme la question de l'efficience. Parce que ce que vous dites, si on disait qu'au fond, le chêne, évidemment pour la production de bois comparé, consomme beaucoup plus d'eau que l'eucalyptus, c'est quand même, les gens disent qu'est-ce qui se passe ? De la même manière que j'ai abordé des questions sur l'eau. Donc j'aime bien aller là et puis rencontrer des savants parce que mon aventure un peu personnelle, c'est qu'il y a encore une dizaine d'années, on aurait dit que j'étais cultivé. Or, je connaissais rien des sciences de la nature. Et ça, c'est typique. Rien. C'est typique français. Typique français, c'est-à-dire on dit il est cultivé, mais il est cultivé sur des questions comme ça, mais rien sur les questions scientifiques. Donc petit à petit apprendre ça grâce à ces livres, donc en apprendre un peu beaucoup grâce à vous, et puis après on relit, après on revoit, et puis après on garde des contacts, et puis après on dit tiens pourquoi pas, on va travailler là-dessus. Donc c'est un délice de dire, alors il y a des gens qui sont toujours pas d'accord, mais au fond sur un malentendu, parce qu'ils comparent sans arrêt une forêt à une plantation. Et on ne dit pas qu'une plantation, c'est une forêt. Une forêt a une fonction, mais la plantation a une autre. Mais si on détruit les forêts parce qu'on ne veut pas faire des plantations, ça, c'est débile, irresponsable et meurtrier. Voilà, vous voyez ma conviction. Absolument rien à voir. Je pense que c'était d'abord passionnant et ensuite important que vous montiez nous rejoindre, Monsieur Ranger, parce que trop souvent, on ne connaît pas à Nancy les talents que l'on a. Et moi, je voudrais que vous applaudissiez très fort et Monsieur Ranger, et à travers lui, l'INRA, mondialement connu. Et ça, c'est... Est-ce que je peux juste dire un mot? Je voudrais associer... Moi, nancéien, je travaille avec des gens qui sont des locaux, bien sûr, dans les pays où on va collaborer, et un autre institut français qui s'appelle le CIRAD, qui est un autre institut à Montpellier de recherche pour le développement, qui sont les premiers acteurs de ce projet et que je représente. Ça, c'est l'exemple même de cette maladie française.
On a des trésors, on ne le sait pas, et on grogne en disant non, et on va être balayé par le monde moderne. Ça me terrifie. C'est que c'est cette maladie, Père Bettel, on dit, et l'avenir et la mondialisation, au fond, c'est comme les chiens. Hein, plus on en a peur, plus on est mordu. Monsieur Ranchet, merci. Merci beaucoup. Alors, pendant que Monsieur Ranchet rejoint sa place, Éric, vous écrivez en conclusion de votre livre « Chaque fois que je reviens de voyage, je me demande qu'ai-je rapporté de plus précieux et que vais-je planter dans mon jardin ?» D'abord, où avez-vous un jardin? Est-ce qu'il y a des eucalyptus dedans? Et qu'avez-vous rapporté de plus précieux de ce voyage? J'ai 2 eucalyptus en Bretagne, ils ont bien poussé et ils vont bien, merci. Mais j'ai pas seulement des eucalyptus, j'ai des chênes verts, des chênes lièges. Ça va, j'ai planté des arbres et je connaissais absolument rien aux arbres. Et j'ai un type qui m'aide, enfin qui taille les arbres et qui m'explique comment on taille les arbres. Et la conduite d'un arbre, notamment pour laisser passer la lumière, pour qu'il y ait des vrais sous-sols, etc., c'est fabuleux. Et donc, et l'arbre, c'est vraiment l'apprentissage du temps. Donc l'arbre, c'est du temps, c'est une machine à temps. Et donc, quand on est un peu agité du bocal comme moi, regarder des arbres pousser. Et en plus, on a des leçons formidables quand on plantait des arbres. Parce que, évidemment, comme j'étais plus un perdreau de l'année, donc quand j'ai planté des arbres, j'ai dit plantez-les super haut. Sauf que chez moi, il y a du vent. Alors, le type m'a dit, tu plantes là, puisque tu es un obstiné et un imbécile, donc tu plantes les arbres très haut, et puis on va en planter un petit comme ça. Et puis on comparera, tu vas voir. Et au bout de 10 ans, j'ai vu exactement ce qu'il m'avait dit, c'est que les arbres sont hauts. Mais le houppier est trop important par rapport à l'ensemble du racinaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a du vent, ça tourne et ça coupe les petites racines. Donc il pousse, mais il pousse pas énormément. Pas énormément. Alors que l'autre, il se développe d'abord les racines, et puis ensuite il monte un peu, et le plus petit, il a rattrapé. Donc j'adore ce genre de leçon. J'adore avoir tort. Ça vous arrive? C'est de vous dire que la raison de ma bonne humeur, c'est que j'ai tort souvent. Alors, il y a une phrase que vous avez écrite, et je pense que vous n'avez pas eu tort de le faire. « Le moindre petit rêve que l'on porte en soi, la mer aussitôt l'agrandit. » Alors, vous avez compris, c'était évidemment sur cette phrase-là qu'Isabelle Autissier nous rejoint. Isabelle Autissier, je vous demande de l'applaudir très fort. Immense navigatrice, 4 tours du monde, et puis tant de périples aussi avec la planète, la défense de la planète en tête. Alors tous les deux, évidemment, vous l'avez vu, grands complices. Mais aujourd'hui, on vous accueille aussi, et surtout, parce que vous publiez un roman. Votre premier roman, vous aviez déjà écrit un livre qui partait d'un fait divers, qui était romancé, mais celui-ci est totalement inventé. Qu'est-ce que ça... Pourquoi un roman? Éric dit qu'un roman, c'est une nécessité. Est-ce que vous pensez la même chose? D'abord, bonjour. Et puis, je voulais dire que moi, je déteste faire la vaisselle. Donc, ça tombe super bien. C'est pour ça qu'on navigue bien ensemble tous les deux. Mais je crois qu'il y a des choses... Moi, j'avais l'impression qu'il y a des choses que je pouvais dire que par un roman. Parce que... Et là, je rejoins tout à fait ce que dit Éric aussi. Le roman et l'horizon, c'est quand même un peu la même chose. Enfin, la page blanche, c'est la même chose. La page blanche, c'est un horizon. On va voir ce qu'il y a derrière. Et on s'implique. On se met soi-même dans une histoire. On est vraiment dedans. On est dedans, évidemment, quand on navigue. Ça, tout le monde le comprend. Et je crois qu'on est dedans aussi quand on est... face à soi-même, devant sa feuille ou devant son ordinateur. Et puis qu'on se dit, voilà, je porte en moi quelque chose, comme une histoire, comme un rêve. Quand j'étais petite fille, je disais, quand je serai grande, je ferai le tour du monde. Et à un moment donné, je porte en moi une histoire et il faut que je trouve les moyens de la dire, de la transmettre. Et le roman, c'est un magnifique moyen parce que ça permet à la fois... C'est de l'imaginaire et c'est pas de l'imaginaire. C'est de l'imaginaire parce que bien sûr on invente des personnages et on invente des histoires, mais c'est pas de l'imaginaire parce que c'est des choses que peut-être morceau par morceau tout le monde a vécu ou tout le monde peut vivre ou voilà. Donc c'est une espèce de façon de rassembler dans un roman des tas de
petites choses qu'on porte comme ça indépendamment et puis qu'on va partager, au fond, c'est ça, comme le voyage. Alors, petite parenthèse, vous allez... Il y a un mot qui me... Toujours la même comparaison, mais qui m'obsède. C'est-à-dire, on bâtit un roman, et puis ça ne marche pas. Et puis ensuite, on commence à voir que ça marche. Et c'est exactement comme quand on construit un bateau. Il y a des bateaux, vous faites tout pour qu'ils soient bien, et ils ne marchent pas. Ils navigueront mal. Il y a des mauvais bateaux. Et puis une fois que si vous réussissez à faire un bon roman, comme un bon bateau, d'une certaine manière, il navigue pour vous. Et pourquoi il explore des parties de la réalité que d'autres ne pouvaient pas? Exactement comme un bateau bienvenu, il ira explorer des coins du monde qu'un bateau malvenu sera incapable d'atteindre. Donc c'est un peu ça. Et donc, à un moment donné, alors on souffre énormément quand le bateau est mal fait, quand le roman est mal fait, et Dieu sait si ça m'est arrivé de jeter des pages et des pages. Et puis un moment, le bateau il est parti. Et quand on a l'habitude de lire, quand vous voyez dès les premières pages, mais dès la première page, vous savez que le bateau il est bien parti et qu'il va naviguer. Ah, c'est un livre d'écrivain. C'est pas le livre d'une navigatrice qui écrit. Un vrai écrivain. C'est un livre d'écrivain. Et je dirais immédiatement un personnage qui est en contact avec le monde tout autour. Parce que le monde du Grand Sud est tellement fort qu'il faut être un écrivain extraordinairement fort pour le rendre. Parce qu'autrement, on est vite en dessous. On est vite bièvre. On est soit mièvre, soit grandiloquent. C'est-à-dire en trop ou en dessous. Et Isa est juste là où est ce monde-là. Et donc, c'est comme ça. Vous savez, quand vous avez un ami proche et qu'il vous envoie son livre, et que ça soit son premier roman, votre terreur, c'est qu'il soit mauvais, mais pire, c'est qu'il soit moyen. Et ce livre est formidable. C'est déjà... Merci. Alors, votre héroïne, elle a la force des paysages de ses contrées. Vous lui avez donné un destin tout à fait exceptionnel. Elle s'appelle Émilie. On est dans les années 1860. Elle est orpheline. Elle a 16 ans. Elle part au bout du monde pour devenir gouvernante des enfants d'un pasteur en Patagonie, alors qu'on est en pleine période d'évangélisation. Racontez-nous un petit peu son parcours. C'est une petite paysanne orpheline qui doit avoir le destin de toutes ses gamines, c'est-à-dire être boniche. Elle a un petit peu de chance, heureusement. On lui apprend à lire. On lui apprend à lire et à écrire. Et au fond, ça va être aussi pour elle un petit peu le démarrage de sa curiosité pour le monde. Elle a en plus la chance d'être d'abord recueillie par un premier pasteur chez qui beaucoup de missionnaires passent à l'époque. Vous savez, il y avait les missionnaires qui allaient évangéliser les petits Noirs d'Afrique, les Indiens et partout. Et puis, ils revenaient régulièrement en Angleterre pour recueillir des fonds. Et elle va voir passer tous ces gens. Et elle a, et c'est là qu'on peut dire qu'on se projette toujours un petit peu, elle partage sans doute avec, en tout cas nous deux, cette curiosité du monde. Ces gens elle ne va pas comprendre au début, puis ça va l'intéresser. Et donc après, quand on va lui proposer ce travail de gouvernante des enfants, parce que ça c'est la réalité, où Ushuaïa, la ville d'Ushuaïa a d'abord été créée par des pasteurs protestants qui se sont établis pour évangéliser les Indiens. Au fond, elle va être attirée par cet inconnu. Elle va aussi elle aller vers son horizon, et son horizon va l'amener dans ce pays où elle va rencontrer donc les peuples premiers, les peuples qui vivent de la nature. Tout à l'heure, Éric parlait très bien de la nature. Des gens qui n'avaient évidemment pas du tout la technologie et qui n'avaient pas du tout la même cosmogonie, la même représentation du monde que les Blancs qui arrivent. Et donc, il va y avoir forcément un choc important. Ah oui, c'est sûr. Et elle tombe amoureuse d'un Indien. Amour. Oui, d'abord, elle s'intéresse à eux d'abord. Et elle s'y intéresse parce qu'elle est fascinée par cette nature. Comme je pense, nous, on a pu l'être. Oui, ces paysages ont une résonance particulière pour vous. Ils ont une force énorme parce qu'ils ne sont pas trop faciles. Moi, je veux bien aller aux Antilles, me faire bronzer, mais au bout de 3 jours, j'en ai marre. Parce que ça me stimule pas, ça me demande rien. Là-bas, et surtout quand on navigue, il faut regarder tout le temps. Il faut tout le temps essayer de se poser des questions et se dire
comment ça marche, comment il marche ce nuage, cette baie, le vent, comment ça va se faire, le mouillage, est-ce que je vais être tranquille cette nuit, est-ce que je vais pouvoir franchir ce cap. Voilà, on se pose tout le temps des questions en rapport avec cette nature et ça vous oblige à réfléchir. Et ça, c'est plutôt bien. Et c'est ça, au fond, l'énergie, elle vient de là. Vous avez beaucoup navigué là-bas. Vous avez laissé votre bateau, souvent d'ailleurs, à Ushuaïa. Oui, le bateau est resté 7 ans là-bas. Il vient de revenir faire une petite toilette à La Rochelle parce qu'il a bien mérité. Mais, donc vous passez une partie de vos années, de votre année, pratiquement 3 mois par an, entre 2 mois et demi pendant l'été austral et 1 mois pendant l'hiver, parce que j'adore l'hiver en Patagonie, c'est aussi vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dans ces paysages qui vous fascinent à ce point-là? C'est forcément un peu des extrêmes du monde. C'est une pointe, c'est un bout. Alors, c'est pas en tant que tel que c'est intéressant, mais parce que ça veut dire des vents plus forts, ça veut dire des courants, ça veut dire la cordillère des Andes qui s'oppose à toute la force du Pacifique qui arrive. Ça veut dire un relief, c'est de la haute montagne, hein, le sud de la Patagonie. Donc c'est de la glace, c'est la glace qui tombe dans la mer. C'est comme ça, ce mélange de la terre, de l'air, de la glace. Je ne sais pas pourquoi on l'a appelé terre de feu finalement, parce que oui. C'est pas tellement le feu, encore que c'était le feu des Indiens. Mais voilà, donc c'est ça qui fait que c'est un endroit un petit peu compliqué, c'est que la nature se lâche là-bas et que donc ça met la barre assez haut. Alors, imaginez un peu ceux qui n'ont pas été, imaginez le Ratsin dans la vallée de Chamonix. Donc vous voyez, c'est ce genre-là. Avec la première fois que j'ai vu un arbre, il était comme dans les bandes dessinées ou les Simpsons, il était comme ça, flac, parce que le vent, je suis arrivé, moi, la première fois, je me suis demandé pourquoi les portes des voitures étaient accrochées par des cordes à la carcasse. Et puis j'ai ouvert une porte, il y avait 70 nœuds de vent, j'ai compris. Comme ça. Donc tout ça est d'une violence incroyable, avec un autre sentiment qui est assez psychologique, mais qu'on a plusieurs fois vu, c'est que vous avez l'impression que le ciel est plus bas et descend en biseau, comme si vous étiez voilà, à l'extrémité, comme ça. Vous êtes dans des extrémités, c'est d'une violence incroyable, il y a des lumières invraisemblables, il y a des fragilités des choses. Nous quand on a été, ça c'est Isa qui m'a appris ça, les végétaux, alors là on part beaucoup plus au sud, mais les végétaux en Antarctique, quand vous marchez sur un lichen, il met 60 ans pour retrouver sa forme. Donc vous voyez la fragilité de ce que serait une exploitation minière là-bas. Alors ce qui est formidable dans le personnage d'Émilie, c'est que c'est pas la nana qui arrive et qui voit un bon sauvage, etc. Et qui dit « Ah, enfin, je vais m'exploser », tout ça. Rien à voir. C'est quelqu'un qui met sur la curiosité, sur la fascination, sur le respect, et puis la fraternité. Et il y a un personnage qui est là, mais dans un monde. C'est-à-dire, elle commence à apprendre ce monde, et puis il y a un personnage qui arrive, qui entre dans ce monde-là. C'est ça qui est très très fort. Elle commence à éduquer les enfants. C'est comment c'est là. Et il y a ce dialogue-là, et ça c'est prodigieux, parce qu'on y est. Et il y a la langue aussi. La première des choses la première curiosité qu'elle va avoir, c'est pour la langue des Indiens, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On enlevait de jeunes enfants, on les emmenait dans les îles Falkland pendant quelques années pour les éduquer, on leur apprenait l'anglais, on les renvoyait dans leur tribu, puis on disait comme ça va être des truchements, hein, ce qu'on appelait des truchements, c'est-à-dire on va pouvoir parler aux gens de la tribu grâce, voilà. Donc mon personnage masculin, Aneki, il a vécu ça, donc il parle un petit peu anglais, mais elle va faire l'effort d'apprendre sa langue. Et je crois que ça change tout dans le c'est pas de la condescendance, c'est pas les sauvages qui comprennent rien, qu'il faut dresser, etc. Voilà, elle a du respect pour eux et elle va commencer par apprendre leur langue. Et puis à un moment donné, c'est l'amour qui va lui permettre d'aller encore plus loin et de rompre avec ses attaches à elle et d'aller dans ce qui est au fond une fascination qu'on a peut-être un peu tous eu à des petits moments, de se dire « oh là là, ce serait merveilleux de vivre que dans la nature, hein, plus de soucis, plus d'histoires de voitures, de feuilles d'impôt, de cartes de crédit, on serait là, on vivrait de la nature ». Et elle a aussi un peu cette fascination, donc elle va franchir le pas. Ça ne va pas être si simple, parce que vivre dans la nature, par exemple, c'est passer 90% de ses journées à trouver sa nourriture. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour autre chose. Donc c'est aussi une autre façon d'envisager la vie.
Et voilà, elle va rêver à un moment donné de trouver une sorte de syncrétisme entre la connaissance que les Indiens ont du milieu, la connaissance qu'ils ont de la nature, leur interprétation des signes, qui sont des choses qu'on a totalement perdues, et puis ce qu'elle peut apporter de civilisation, ne serait-ce que les couteaux, les haches, les différents instruments. Voilà, elle va rêver de ça. J'allais dire qu'elle arrive presque trop tard, ou en tout cas elle arrive à côté. Cette rencontre des civilisations va tourner tout de suite au désavantage des Indiens qui sont balayés par la puissance de la civilisation européenne. Ils ont totalement disparu en un siècle. Oui. Comment avez-vous travaillé vous dites sur la couverture de votre livre que vous avez, au cours de vos balades, trouvé quelques pointes de flèches qui vous ont mis sur la piste de ces peuples. Comment est-ce que vous avez travaillé pour reconstituer justement ces tribus? Alors, la dernière Yamana est morte en 1984. Donc en un peu plus d'un siècle, c'est des peuples qui n'étaient pas très nombreux, mais en un peu plus d'un siècle, ce peuple disparaît. Et un peuple qui disparaît, c'est une science qui meurt, c'est une connaissance qui meurt, donc c'est une perte pour nous tous. Je ne dis pas qu'on va tous recommencer à vivre comme les cueilleurs-chasseurs, mais ils savaient des choses qu'on ne sait plus et qu'on a perdues, qui peut-être aujourd'hui pourraient nous donner certaines visions, certaines clés, certaines ouvertures. Donc après, il y a eu quelques ethnologues qui ont pu venir entre la fin du 19e et le début du 20e, à l'époque où ces communautés existaient encore un peu, et qui ont travaillé et qui ont recueilli un certain nombre de choses. Donc il y a des textes qui existent. Il y a un dictionnaire? Il y a un dictionnaire. Alors il y a dans la réalité, dans l'histoire vraie, on va dire, un des pasteurs s'était intéressé aux Indiens Yamana et il avait commencé à recueillir et à écrire, puisque bien sûr ce n'était pas des peuples de l'écriture, et à essayer de transcrire et d'écrire. Donc on a le dictionnaire, mais un dictionnaire qui n'est plus parlé, qu'est-ce que c'est ? On a des enregistrements, on les a fait parler, mais aujourd'hui, plus personne ne parle cette langue, plus personne ne parle ces langues, puisqu'il y avait 4 peuples dans ce territoire de l'extrême sud de la Patagonie. Ce sont des peuples qui ont totalement disparu. Donc voilà, donc j'ai essayé de rechercher, de ne pas dire de bêtises. J'ai fait relire mon livre par un historien spécialiste. Voilà, parce que je trouve que c'était la moindre des choses, le minimum des hommages, que de ne pas dire de bêtises. Oui, parce que c'est un hommage en même temps à ces tribus indiennes. Et puis, attendez, c'est un hommage, mais c'est l'écrivain quand même. Parce que, et là, ça ne se remplace pas. Ma chair a nourri le ver a nourri l'oiseau a nourri la renarde et fait grandir ses petits. Mes os ont nourri la terre a nourri les hêtres ont donné le gîte et le couvert aux animaux de la forêt. Mon sang a coulé dans le sol, a coulé dans la rivière, a gagné le canal et s'est fondu dans les eaux grises de la mer. Je suis ici pour toujours. Les peuples de l'eau, les peuples de la forêt ne sont plus que des gravures. De l'autre côté du canal, en terre chilienne, en bordure d'un bourg boueux, une fausse hutte propose des paniers minables et une ou deux vieilles se font payer pour raconter des légendes. Il y a toujours des voiles dans le Beagle et autour des îles, mais ce sont des hommes blancs joyeux qui flânent et s'extasient de rien. Mais le vent fou est toujours là, et la mer sans fin, et la lumière nue, et l'alliance des gris, bleu, vert et blanc, et l'indéfinissable énergie qui naît de leur pacte intime bien avant les hommes et bien après eux, indifférente à leur race et leurs rêves. Je suis là, amoureuse, enfin sereine. On me reconnaîtra dans une aile de marin pêcheur, dans une fleur de sénesson sous la neige, dans un poil roux d'une renarde qui passe, la renarde qui court, encore et encore, dans une prairie de Patagonie. Alors ça, si ce n'est pas un écrivain... L'hommage de l'académicien à l'écrivain. Merci Eric. Magnifique. Dites-moi, quand vous voyez la progression du tourisme aujourd'hui en Patagonie et les exploitations qu'on essaye de faire, comment vivez-vous ça? Est-ce que pour vous, c'est parce que la Patagonie, c'est un peu le symbole de la pureté qu'on est en train de perdre? Oui, alors évidemment, dès qu'on dit Patagonie, dès qu'on dit Ushuaia, tout le monde a l'impression que c'est le grand frisson de l'aventure. Avec quelle orthographe arrive. D'ailleurs? Alors oui, il y en a eu plusieurs. La première, c'était évidemment OU, comme la façon dont le prononçaient les Indiens, puisque Ushuaia, ça veut dire la baie qui regarde vers l'est en Yamana. Mais je crois que je rejoindrai un petit peu ce que disait Eric tout à l'heure. Les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires.
Moi, je trouve ça très bien que vous couriez le monde et que vous alliez voir ailleurs les paysages, les gens, comprendre comment ça se passe ailleurs, parce que c'est important, effectivement, sur cette petite planète mondialisée. Maintenant, il y a façon et façon de le faire. Il y a façon et façon de fabriquer du papier à partir de papier recyclé, à partir de forêts certifiées, ou au contraire en détruisant tout. Il y a façon et façon de faire du tourisme. On peut y aller, effectivement. On voit des fois des gens qui vont 3 jours, 4 jours en avion. Donc, ils font un aller-retour en avion depuis Paris pour aller vite en hélicoptère au Cap Horn pour se faire prendre en photo en haut du Cap Horn et puis rentrer vite et qui vont rien voir de la Patagonie et qui vont pas parler avec les gens et qui vont voilà. Donc, le tourisme, c'est comme tout, il y a manière et manière. Et je pense que la question clé, c'est la question du temps, aussi bien à notre niveau à nous qu'au niveau de la planète. Si on est prêt à donner du temps, ça veut dire qu'on est prêt à donner de soi. Et on donne de soi à d'autres gens ou à des lieux. Et à ce moment-là, ces lieux et ces gens vous le rendent. Et là, il y a un vrai échange, il y a une vraie profondeur. Et là, je dirais qu'on a tous les droits. Si on ne veut pas donner de temps et qu'on ne veut pas donner de soi, il n'y a aucune raison pour qu'on vous en rende. Donc je crois que c'est la base du tourisme bien conçu, comme sur les questions de gestion de la planète. Si on est capable de voir un peu avec le temps, un peu à long terme, qu'est-ce qu'on va être dans 20 ans, dans 40 ans, dans 100 ans, là, on va commencer à accepter de dire il faut évoluer, il faut faire les choses autrement, parce qu'on est dans une passation, on n'est pas grand-chose, on est juste des transferts, on est juste des moments de la vie de la planète qui ne nous appartient pas. Elle n'a pas besoin de nous, nous on a besoin d'elle. Si on sait gérer les choses à long terme, voilà, je pense que donc, sur la question du tourisme, c'est exactement ça, c'est une question de temps. Vous avez toujours votre bateau Ada, votre fille. Oui, c'est une bonne fille, Ada. C'est avec Ada que vous emmenez Eric naviguer dans quelques jours? Non, dans quelques jours, c'est pas avec Ada, parce qu'Ada, je suis en train de lui gratter le ventre. Les bateaux, ça adore ça, qu'on leur gratte le ventre de temps en temps. Ada a passé 15 ans en Patagonie, donc voilà, il faut s'en occuper bien, tranquillement. Et comme... alors Eric, il est terrible parce que... Alors si vous êtes ami d'Eric... c'est pas facile parce qu'il vous téléphone tout le temps en vous disant bon alors où est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on y va. Il envoie beaucoup de SMS aussi. Voilà, SMS, tout, messages, internet, tout. Voilà. Et il a fait comme ça. Il m'a eu à l'usure sur l'Antarctique parce qu'il me téléphonait tous les 3 mois en me demandant quand est-ce qu'on partait. Donc, attendez. Alors là, je vais raconter la vérité, ce qui était absolument faux. On se rencontre un jour, donc on parle, etc. Et puis elle me dit, j'ai un projet formidable, tu vas voir, vous allez voir, formidable, j'ai un cargo de 80 mètres, et alors on aura tous les arts réunis, un musicien, un photographe, un danseur, il va faire l'opéra respectueux de l'Antarctique. Est-ce que vous êtes partant? Oui. L'année d'après, mon bateau fait 40 mètres, mais tu verras, c'est formidable, etc. Alors, l'année d'après, mon bateau fait 25 mètres, mais tu vas voir, on est un peu moins nombreux, on fera peut-être un oratorio, mais pas un opéra. Je salue l'opéra ici de Nancy, formidable. Et puis après, elle me dit, bon, écoute, j'en ai marre, j'ai pas le budget, donc j'ai acheté un bateau. Alors, d'une voix blanche et timide, je lui demande, combien fait-il? 15 mètres. Oh, quelle horreur. Là, je vous dis, mais j'ai fait le check-up le plus sévère de tous les check-up imaginables. Et alors, à la stupéfaction des médecins, je leur demandais à chaque fois, mais vous êtes sûr, vous m'avez rien trouvé? Parce que j'espérais qu'on me trouve quelque chose pour que je parte pas. Elle me dit non, vous pouvez partir. Je mourrais de peur. Je mourrais de peur. Et c'est comme ça que je suis parti prisonnier de ma belle geôlière. Oui, prisonnier, mais vous repartez, pardon, parce qu'en fait on se tutoie. Donc voilà. Vous repartez là quand même avec Isabelle. Oui, on repart parce que le Grand Sud nous a fascinés. On s'est dit que le Grand Nord, ça pouvait être pas mal aussi. Et puis c'est toujours cette question du temps et du passage, quoi, et des lieux de passage. Et là, c'est le détroit de Bering. Et là, ça va être le détroit de Bering, voilà. Grand lieu, là aussi, du temps et du passage. Donc, on va voir, on ne sait pas, on part avec un bateau d'amis à moi qui sont là-bas depuis pas mal d'années. Combien de mètres? 18, Eric, tu vois. Ah oui, ça va aller mieux, hein.
Chaque fois, à partir de maintenant, chaque fois que je prends un an, je veux 3 mètres de plus. Donc je suis de plus en plus faible. Est-ce que vous avez écrit sur votre bateau, Isabelle? Alors moi j'écris pas sur le bateau. Parce que vous êtes chez vous sur votre bateau. Oui, je suis chez moi sur mon bateau, mais quand on est 6 à bord et qu'on va en Antarctique, j'ai pas mal de boulot en fait. Tandis qu'Éric écrit, lui. Voilà. Alors Éric, il est incroyable parce que alors, ça peut gîter à 30 degrés, taper au près, tout ce qu'on veut. Alors il s'enroule la jambe autour du pied de la table du carré comme ça pour tenir, et ça lui permet de se tenir avec la jambe. Quelle souplesse. Et il est, mais oui. Et il est avec son petit carnet et il écrit. Et il n'y a qu'un truc qui est sacré, c'est que vers 12h30, dans moins le quart, il dit « C'est quand l'apéro ?» Voilà. Donc lui, il écrit en bateau. Moi, pas trop quand je suis responsable du bateau. J'ai pas beaucoup de temps. Alors, on va vous souhaiter bon voyage à tous les deux. Isabelle, on aura le plaisir de vous retrouver en septembre au moment du livre sur la place. Avec grand plaisir. Que je vous en remercie infiniment. Vous avez accepté de participer à une opération que nous avons lancée l'an dernier pour transformer des entrées d'immeubles dans des quartiers un petit peu difficiles en bibliothèque. Et donc, vous êtes l'un des écrivains qui participe à cette opération cette année. Donc, vous allez dédicacer, participer à des débats. Et nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau en septembre. Alors, Éric, il boude dès l'instant qu'il n'est pas président. Forcément, il ne peut pas être à Nancy en septembre, et moi j'en suis très désolée. Je vais vous donner rendez-vous pour le livre sur la place du 14 au 16 septembre prochain. Amélie Nothomb viendra fêter ses 20 ans de succès à Nancy. Elle n'a jamais présidé un salon. Elle fait une exception pour nous, donc on fera la fête avec elle, une programmation élargie. Vous aurez beaucoup de débats. Nous sommes en train de répertorier tous les grands noms qui feront la rentrée littéraire, et j'espère qu'une grande partie seront à Nancy. Des lectures aussi, Anouk Aimée, Elsa Zilberstein, Jacques Weber seront là. Donc rendez-vous du 14 au 16 septembre prochain. Éric, qui décidément veut nous quitter vite, doit prendre le dernier TGV ce soir, donc il ne dédicacera qu'une 20aine de minutes. C'est pour ça que je vais le libérer très vite. Isabelle, nous la gardons jusqu'à demain matin. Merci à vous deux pour cette rencontre et bon été à vous toutes et à vous tous. Et merci encore de votre présence. Est-ce que quelqu'un a le score? Un partout. Un partout. Bon, alors on a bien fait d'être à Nancy et de parler de l'eucalyptus.